place un démarrage. Derrière, on a hésité du côté de la formation Astana. Mais on se retrouve souvent seul, on voit des attaques mais de coureurs individuels. Voilà, Danilovic. Et il serait mieux de se retrouver à plutôt 2 ou 3 coureurs ou 4 coureurs pour se jouer la victoire d'étape. Course de mouvement là dans ce final, dans ces 15 derniers kilomètres. Forcément Danilovic qui espère briller à domicile. Donc, il y a 2 coureurs qui vont rentrer derrière. Zest de la formation Astana. C'est Nero Quintana. C'est Nero Quintana qui vient de placer un démarrage. Alors là, c'est surprenant. Et derrière, ça réagit pas trop. Et bien voilà le travail de l'équipe Movistar, le démarrage de Nero Quintana. C'est étonnant. Il se teste peut-être sur le plat en vue de travailler son contrôle à montre. On va attendre de revenir sur la tête de la course, mais c'était bel et bien, me semble-t-il, Nero Quintana. Et attention là, parce que c'est plusieurs coureurs qui... Là, on assiste typiquement, Geoffroy, une course très très difficile à contrôler pour une équipe. C'est d'ailleurs le cas, on n'a pas une formation capable de tenir de ce peloton, ce qui explique les attaques successives. C'est exactement ça, c'est à 13 km de l'arrivée maintenant, chacun va essayer d'attaquer, de pouvoir se mettre aux avant-postes et de, pourquoi pas, voilà, aller disputer cette victoire d'étape. Mais c'est très étonnant ce que l'on assiste aujourd'hui comme mouvement de course. On se plaint, c'est vrai, depuis quelques années, ou même sur ces grandes courses, des courses d'attente où on voit simplement ces coureurs ou ces leaders s'extirper suite à des grosses difficultés. Les leaders s'expliquent, et là on voit vraiment une course de mouvement très intéressante à voir. Je pense que ça roule très vite, puisque autant Maxime Ménérel que Maxime Bouet sont à l'arrière du peloton et n'y bougent pas depuis tout à l'heure. Et c'est bien Nero Quintana. Voilà. Avec André Zeitz et Danilovic, ils doivent un peu halluciner de voir le coureur colombien. D'ailleurs, évidemment, Zeitz ne va pas rouler avec Nero Quintana puisqu'il a Vincenzo Nibali derrière. C'est ce qu'il fait d'ailleurs, on le voit qu'il se positionne derrière. L'écart, et le trou est fait tout de même. Et, de toute façon, derrière ça veille au grain, on voit sur la droite de la route là, encore quelques attaques. Les groupes, tout le monde s'affole. Tout le monde s'affole. Voilà, Nero Quintana, regardez en première position le coureur colombien qui finalement a pris ses responsabilités. On ne l'attendait pas sur ce type de terrain. Regardez, il a la bonne canne. Et il est bien, il demande à tout le monde de passer. Faut passer, voilà. Et là il se regarde, il regarde. Finalement Danilovic en profite. C'est bien qui a attaqué le premier, les 3 coureurs. Et l'arrière du peloton qui est rentré. Et il y retourne, Nero Quintana, regardez. Il a essayé d'enterrer André Zeitz, le coureur de la Astana. Ce sera intéressant de voir un petit peu ces déclarations tout à l'heure, de savoir ce qu'ils ont souhaité faire aujourd'hui, cette équipe Movistar. Danilovic qui insiste, il va pas se relever comme ça, le Suisse de la formation BMC. C'est revenu derrière avec notamment pour la Lampre Merida, c'est Diego Lucy qui est là en 2e position. Et là ça va souffler, on va peut-être voir d'autres coureurs attaquer, contrer, voilà. Et c'est Nibali qui va contrer. Ils se rendent coup pour coup. Coup pour coup, exactement. Regardez l'attaque de Vincenzo Nibali, le champion d'Italie qui place un démarrage, qui répond d'une certaine façon à Nero Quintana. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on répond, on met des points chacun en vue de peut-être du Tour de France ou d'impressionner l'un ou l'autre, de dire voilà, tu as fait, moi aussi je vais te répondre. C'est intéressant. Et regardez, c'est Nero Quintana qui va y aller. En personne. Qui va chercher Vincenzo Nibali. Oh, il y a peut-être eu
des discussions entre les deux équipes durant la journée, on n'en sait peut-être pas plus, mais c'est très très étonnant de voir les leaders de formation comme ça s'expliquer sur le plat à 10 km de l'arrivée. Ah, pour le spectacle, c'est formidable. C'est vrai que voilà, on a assisté finalement aux premières tentatives des favoris de ce Tour de Romandie avec Nairo Quintana, avec Vincenzo Nibali. Alors certes, ces coureurs savent très bien qu'ils ne vont pas remporter ce Tour de Romandie là précisément sur les 10 derniers kilomètres de cette troisième étape, mais ça permet pourquoi pas de marquer quelques points, prendre un ascendant psychologique, se tester ses adversaires également. Pour l'instant il n'y a que Chris Froome qui fait Chris Froome qui fume le cigare dans le peloton est resté sagement dans les roues, mais c'est peut-être pas plus mal non plus. C'est Ron Dennis qui est reparti aux avant-postes avec Astana toujours présent, un coureur d'Astana, un coureur de Hayam aussi. On voit souvent présent l'équipe DMC, l'équipe Hayam entre Suisses. Est-ce qu'on se court l'un après l'autre? Peut-être pas, mais on a envie d'être présent. Et c'est là où dans la tête aussi, bon, faut avoir les jambes évidemment, mais faut être capable de repartir, de relever, si je puis dire, les fesses de la selle, parce que parfois ça peut attaquer 5-6 fois, et au bout de 6 fois on baisse les bras, et bien c'est le 7e coup qui part, et là on a évidemment des regrets, on est extrêmement frustré. Et c'est souvent comme ça, ouais. Hein, c'est souvent au moment où on dit on baisse les bras que l'échappée part, ou alors il faut rester sagement dans les roues. Et ça c'est une science de course, une connaissance de course, c'est-à-dire que dans un moment, comme on dit, ça va plier et on va pouvoir prendre cette échappée qui va bientôt partir. Mais là je pense qu'à 8 km de l'arrivée, on ne pense plus à l'échappée, mais bien à la victoire d'étape. Voilà, Pierre Roland, Maxime Médérel à l'arrière du peloton, Proco qui nous dit sur le hashtag Vélo Extra, Roland, Quintana, Nibali, ils perdent la tête ou quoi? On dirait des juniors, ils font n'importe quoi, Froome fume la pipe. Mais en même temps c'est bien pour le spectacle, et puis c'est bien, c'est ce que nous dit notamment Steph Dubuis. C'est bon, ça, tellement rare de voir des grands leaders s'attaquer sur le plat. Bravo messieurs. Oui, c'est vraiment étonnant, c'est une image étonnante de voir ces deux leaders s'affronter. Et là c'est reparti. Grosse présence de la formation Astana à l'avant du peloton. Du côté de la Giant Alpecin, on essaie de calmer un peu les esprits. En force, tout en force là, à 7 km de l'arrivée. Il y a une cassure derrière, regardez, dans ce peloton. C'est à l'occasion de ces villages un peu techniques à traverser. Et on voit Rigoberto Urán aussi. Tous les leaders sont aux avant-postes maintenant. Chris Anker Sorensen. Et là on roule du côté de la formation Giant Alpecin. Je pense que Luka Mesgek est bien présent dans ce peloton. On aperçoit Tobias Ludvigsson également, le coureur suédois. 7 km 100 de l'arrivée. Et on voit, c'est difficile de boucher les 30 derniers mètres. Ben Gastour là pour l'équipe AG2R La Mondiale. On aperçoit Steve Morabito qui se retourne, Alexandre Géniez, Chris Froome qui remonte sur la gauche de la route, qui vient se replacer. Albazini, attention Albazini, il peut faire coup double aujourd'hui encore une fois. Deuxième victoire consécutive. Et là il est bien dans la route de Simon Gerrans. Qui a tiré. Et l'équipe Astana qui en remet avec Grisco. Et Roberto Urán. Et voilà, on a encore un leader qui se découvre. C'est étonnant aujourd'hui. Hein. Voilà, j'attaque. Allez, on y va, ouais. C'est ce que Nairo Quintana l'a fait, Vincenzo Nibali, et pourquoi pas moi? C'est vent favorable dans ce final, c'est important de le préciser. Là, on aperçoit, regardez, Julien Alaphilippe qui fait quelques exercices d'assouplissement. Luka Mesgek est là. Confirmation, c'est lui, juste devant Ricardo Zeudel. Eh bien, écoutez, vous êtes nombreux à nous poser la question. Clairement, en cas d'arrivée au sprint, sur le papier, c'est lui le plus rapide, logiquement. Hein. Oui, il est très vite, il va très très vite. Derrière, on a quand même aussi Albazini qui, dans ce genre d'arrivée, finalement a un bon groupe, mais pas non plus un peloton massif, avec toute une équipe et un train de sprinters. Il est capable aussi d'aller décrocher et de faire de très bons résultats.
Preidler au travail. Nathan Haas va venir se mêler au sprint encore une fois. Là c'est Azevedo pour le coureur de la formation Garmin. Et on travaille aussi du côté de Lampre Merida. Peut-être pour Matteo Bono. 5 km, les 5 derniers kilomètres de cette troisième étape du Tour de Romandie avec le travail de la formation Giant Alpecin pour Luka Mesgeek. Désormais il sera très difficile de sortir de ce peloton. Seul un Tony Martin surpuissant pourrait pourquoi pas tenir tête à ce peloton lancé à pleine vitesse désormais. Il a déjà bien travaillé, je pense qu'on va jouer vraiment la carte Julien Alaphilippe. On n'a pas aperçu Penny Mersman non plus. Ouais, il est pas là je crois pas, mais ça va être dur pour Alaphilippe de battre au sprint des coureurs comme Luka Mesgeek, comme Michael Albazini. Il a été battu hier par Jarlison Pontano qui est présent également dans ce peloton. Il faut le rappeler. Et Nathanas, je pense, voilà, on les voit aussi la Garmin. Cannondale juste derrière. Preidler en première position. Gros effort, oui. Regardez, ce peloton est tiré. Il faut déjà être bien placé pour les coureurs qui espèrent remporter la victoire. Éviter les efforts inutiles dans ce final. On est vraiment sur l'approche du sprint et maintenant on va revoir les équipiers remonter leur sprinter un petit peu sur la droite, sur la gauche de la route et se permettre vraiment de se placer à l'approche de ce sprint. On connaît déjà, comme j'ai dit hier, on connaît déjà ce passage sur la ligne, on a déjà fait une première boucle. Donc ça sera déjà beaucoup plus simple pour se placer. On est déjà en train de penser à quel endroit je vais pouvoir remonter. Est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que j'attends encore? Et quand on est déjà passé une fois sur la ligne, tout ça est beaucoup plus simple à gérer. Et regardez la formation Katusha, on vient se replacer. Zakharine qui a terminé 7ème hier. Attention, si on découvre un coureur de la formation Katusha dans ce final, il se pourrait qu'il s'agisse bel et bien de Diego ici au travail. Ouais. Albazini qui remonté par Simon Gerrans. Attention, ça commence à frotter 2 km 700, ça remonte de chaque côté de la route. Où se trouve Luka Mesgeek? Rui Costa en 3ème position dans la roue de Serpa. Diego Ulissi en première position. Simon. Là vous le découvrez. Travail pour Rui Costa. La Lampre Merida. Et Zakharine est là déjà. Regardez avec son dossard numéro 68. Nathan Haas est bien placé également. Mathias Franck pour la formation YAM. On s'est écarté du côté de Diego Ulissi. Ça frotte derrière le leader. Luka Mesgeek, regardez, il va revenir là-bas sur la gauche de la route avec notamment, c'est Julien Alaphilippe qui a pris la roue de Luka Mesgeek. C'est une bonne option qu'il est en train de faire, je pense aussi. Oui. 1 km 800, le travail de l'équipe Lampre Merida. Attention à ce virage sur la gauche, ça passe. La relance pour José Serpa. On s'est peut-être découvert trop rapidement là pour l'équipe Lampre Merida avec Rui Costa qui est déjà en 2ème position, peut-être trop loin de l'arrivée, 1 km et demi. Simon Gerrans qui va lancer Michael Albazini. Attention à Nathanas qui est bien placé dans la roue du maillot jaune. Le Rica Grenesh qui sont excellemment placés finalement. Ils vont laisser faire le travail à la Lampre Merida. Il s'est fait oublier un petit peu Michael Albazini dans ce final. Mais il est bel et bien présent, toujours. Serpa en première position du peloton. Avec Rui Costa, l'ancien champion du monde. Zakharine pour la Katusha. Simon Gerrans qui va emmener le leader Albazini. Allez, la flamme rouge, le dernier kilomètre désormais. Ce virage à droite avec la Lampre Merida. Attention, à ne pas se faire piéger. Rui Costa qui se retrouve en première position, qui va temporiser forcément. Attention, ça va ralentir. Et ça va permettre à certains coureurs de revenir se replacer. Tony Martin qui hésite, qui se retourne, qui cherche notamment Julien Alaphilippe. On fait toujours confiance à Julien Alaphilippe dans la roue de Rigoberto Urán. Navardosca s'est bien placé également pour la Garmin.
Albazini, le sprint n'est pas encore tout à fait lancé. Attention à Luka Mesgek. Simon Gerrans qui essaie de déborder la formation. Etix Quick-Step. Rigoberto Urán, désormais Tony Martin. Attention, le coup de patin. Julien Alaphilippe en 3e position avec Mikel Albazini dans la roue. Simon Gerrans toujours en première position. Rigoberto Urán, le sprint est lancé cette fois-ci. Albazini, Julien Alaphilippe. Albazini en première position. Encore une fois, c'est Mikel Albazini qui va s'imposer. Victoire et 2e position pour Julien Alaphilippe. Il conforte 10 secondes encore une fois de bonification pour Mikel Albazini. 2e victoire consécutive et 2e position encore placé Julien Alaphilippe, mais toujours pas de victoire. Incroyable, c'est vrai, il était surpuissant. On a vu Mikel Albazini faire ces quelques derniers mètres et on a pu apercevoir Julien Alaphilippe. Voilà, il fait nom de la tête, il dit bravo, il était bien plus fort. Une 2e victoire d'affilée, le maillot jaune, il reconforte son maillot jaune avec 10 secondes de bonification en plus. Exceptionnel, bravo. Ouais, il s'est fait oublier. Mikel Albazini, il est revenu au bon moment, bien emmené également par Simon Gerrans. On s'est pas affolé, on a essayé du côté de l'équipe Etix Quick-Step, mais là on tombe incontestablement sur un coureur plus puissant. Oui, la formation Etix Quick-Step a fait vraiment un boulot énorme, en plus emmené parfaitement bien Julien Alaphilippe. Et bon, quand vous tombez sur un coureur beaucoup plus fort comme ça au sprint, débordé, avec un braquet, vous avez pu voir énorme. Voilà, Albazini était vraiment plus fort aujourd'hui. Et regardez, c'était bien joué parce qu'il y a ce virage sur la gauche tout de même. Là, c'est Tony Martin en première position. On aperçoit Rigoberto Urán. Simon Gerrans qui finalement a perdu de sa roue Mikel Albazini. Il va quand même faire son travail de lancer le sprint. Il regarde à 2-3 fois derrière où est son coureur. Et là, le sprint est lancé. Maintenant, voilà, Mikel Albazini prend ses responsabilités. On voit tout de suite, et c'est clair et net, la puissance parle. Ouais, contrairement à hier où Julien Alaphilippe, souvenez-vous, avait fait l'extérieur, il avait perdu du terrain. Là, il fait le bon choix, il part sur la gauche, il n'est pas gêné. Le sprint sur la droite pour Mikel Albazini qui est tout simplement plus puissant. Exactement, il était au-dessus du lot. Voilà, léger faux plat montant, vous pouvez voir à la caméra, peut-être qu'avec la caméra de dessus on ne le voyait pas. Mais la puissance parle pour ce Suisse qui est bien sûr aussi âgé, 33 ans, 34 ans. Voilà, on peut rien faire face à ce type de coureur, surtout surmotivé avec un maillot jaune et suisse en plus. Et puis il a déjà une victoire en poche, donc moins de pression. Regardez le classement de cette 3e étape remportée par Mikel Albazini, 2e position pour Julien Alaphilippe. Le français, c'est bien, encore une fois, excellent pour l'avenir ce que fait Julien Alaphilippe, même s'il n'arrive pas à remporter de victoire pour l'instant sur ce Tour de Romandie. Il reste du temps tout de même. 3e position pour Caruso. Et enfin on aperçoit Simon Gerrans qui est là dans le top 5. Également Navardo-Skas n'est pas très loin dans le top 10. Vraie déception en revanche pour Luka Mesgek. On pensait qu'il allait être un petit peu mieux que ça, être dans l'emballage vraiment final et le retrouver